Assalamu alaikum, shalom, bonjour, vous nous écoutez un peu partout au Togo, sur les ondes de la 93.5 FM ou encore sur les antennes de nos médias partenaires. Vous nous écoutez également en Afrique et dans le monde entier. Nous en sommes flattés et nous prenons l'engagement de vous servir chaque fois que possible une émission pointée d'informations autant que possible vraies, d'informations utiles et bienveillantes pour notre vie en société nationale togolaise. Victor Bekokou Michel, Tomega et Géraud Dakoucha avec un nouveau stagiaire qui pointe le nez. Nous en serons davantage demain. Ici au studio, les confrères et amis qui s'installent. Eh bien, au Club de la Presse aujourd'hui, nous allons encore revenir sur le nouveau coronavirus qui crée la psychose et en impose un peu partout dans le monde. Aux États, les confessions religieuses ne sont pas épargnées. Le virus qui nous impose comment nous devons nous comporter les uns à l'endroit des autres. Autre sujet, désormais déchu de son immunité parlementaire, M. Agbeyome Gabriel Kodjo devra justifier devant la justice togolaise son statut, ses actes et comportements de président autoproclamé élu devant au scrutin du 22 février dernier. Mais le 8 mars, la journée internationale de la femme, la journée internationale des droits de la femme qui joue les prolongations, nous allons y revenir aussi. Mais juste la pensée du jour. La pensée du jour, aujourd'hui, c'est Voltaire. François-Marie Arouet, de son nom d'écrivain, Voltaire, qui a écrit, citation, « Un courage indompté dans le cœur des mortels fait ou les grands héros ou les grands criminels. » Encore une fois, c'est Voltaire qui a écrit qu'un courage indompté dans le cœur des mortels fait ou les grands héros ou les grands criminels. Mais avant toute chose, elle est née lundi et en pays épais, on l'appelle Adjoa. Elle est de Togoville et dans ce milieu-là, la deuxième fille s'appelle Hanou. Elle a choisi le prénom importé Patricia. Son pater, c'est monsieur Adjisekou, vous avez compris. Patricia Adjoa Hanou, qui est la rédactrice en chef de Canal FM, également la secrétaire générale de l'Union des journalistes indépendants du Togo, l'UJIT. Eh bien, Patricia souffle une bougie d'anniversaire aujourd'hui, mais comme par galanterie, on n'affiche jamais sur la place publique l'âge d'une femme. Je vous demande seulement de communier en prière avec Patricia qui a en fête aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et Soben Sanda Bayambango Balika Dorike Yo Kandoule. Eh bien, d'une femme à une autre, je disais tantôt que le 8 mars, la journée internationale consacrée aux droits de la femme joue les prolongations. Ces prolongations prennent la forme du magazine Dagan. Dagan qui veut mettre la femme togolaise en lumière. Quoi de plus normal de vous en parler avec la belle, élégante dame qui fabrique Dagan. Christelle Diko, bonjour. Bonjour, Sas, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Et auditrices, s'il vous plaît. Et auditrices surtout. Merci. Je disais que hier, l'Assemblée nationale a posé un double acte majeur. Le monsieur Gabriel Mensang Agbeyome Kodjo qui a été déchu de son immunité parlementaire et monsieur Agbeyome qui devra désormais s'expliquer devant la justice togolaise de son statut de président autoproclamé et le comportement et les actes qu'il pose depuis.
Nous avons voulu vous en parler. Et quoi de plus normal que d'inviter pour en parler un juriste, avocat, ministre des droits de l'homme, lui qui assure la coordination entre l'action gouvernementale et les institutions de la République. Vous avez deviné, Monsieur Christian Trimois, bonjour. Bonjour Sasgao, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Merci beaucoup. Eh bien, pour vous interroger, nous avons souhaité avoir deux confrères au studio. Le premier déjà arrivé, Primus de Tiaguenou, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonjour, Gaga. Merci. Et bon anniversaire à Patricia, à Gisekou, Hanou. Merci. Eh bien, nous allons parler aussi du coronavirus. Depuis un mois, nous parlons des actions du gouvernement pour nous informer et pour jouer également à la prévention. Nous avons souhaité également recevoir un membre du personnel médical, ceux qui sont au contact avec les malades éventuellement. En bon togolais, il va arriver pour un retard indépendant de sa volonté. Mais nous sommes le 17 mars et sûrement beaucoup de personnes ne le savent pas aujourd'hui. C'est la journée internationale du travail social. Et pour vous en parler et nous sortir tous de cette ignorance, nous avons à nos côtés un invité, Monsieur Yaokou Tremont. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sass. Eh bien, vous êtes le président de l'association des professionnels du développement social. C'est bien ça. Eh bien, dites-nous d'abord un petit mot sur votre association. D'abord, bonjour aux auditrices et auditeurs. Bonjour à tous les travailleurs sociaux et travailleurs sociaux du Togo. PDS Togo, pour le dire, c'est une association des professionnels du développement social, comme vous venez de le signaler. Et c'est une association née en 2018. C'est une jeune association donc, et qui travaille pour parler de l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises et travailler surtout sur la précarité. Voilà, et nous voudrions mettre en exergue aussi les compétences des jeunes travailleurs sociaux formés à l'École nationale de formation sociale. Merci. Il est de coutume que pour les journées nationales ou internationales, on choisisse un thème. Je présume qu'il en est également de même pour cette année. Alors, voulez-vous nous décliner le thème sur lequel nous célébrons la journée internationale du travail social? Le thème choisi par l'International Federation of Social Workers, la Fédération internationale des travailleurs sociaux, donc qui est basée au Canada et dont PDS Togo est membre depuis l'an passé, est de garantir l'importance des relations humaines. Garantir l'importance des relations humaines. Alors dites-nous, selon vous, quel est l'état qu'on peut dresser aujourd'hui des lieux du travail social au Togo? Ben, vous le disiez à l'instant, le travail social aujourd'hui est méconnu. La santé n'est pas aussi au rendez-vous que ça. Pourtant, le ministère de l'Action sociale et les centres sociaux, avec les agents, les travailleurs sociaux, font un énorme travail sur le terrain. Et à côté, il y a l'École nationale de formation sociale qui forme chaque année des jeunes et des centaines, je dirais, qui sortent de cette école et qui traînent. Pourtant, nous disons qu'il y a le travail. Vous venez de parler du coronavirus, de la sensibilisation qui doit être faite au niveau de la population. Le travail social se trouve au premier plan pour pouvoir accompagner, guider et aider les populations en ce sens. Et dans tous les domaines, je dirais d'ailleurs. Aujourd'hui, dans nos établissements scolaires, ce n'est pas ça. Les relations humaines entre élèves et élèves, entre parents et élèves, ce n'est pas ça. Quand nous allons dans les prisons, ce n'est pas ça. Dans nos établissements, aussi bien les structures, les services, il faut quand même mettre de l'accent sur le rôle important que doivent jouer l'humain dans la prise de décision. Et le travail social est au carrefour de toutes ces disciplines-là et joue un important rôle. Nous appelons donc à ce que ce rôle soit reconnu officiellement au Togo et que les compétences qui traînent soient vraiment aussi prises en compte. Merci Yaokou Tremont, président de l'association des professionnels du développement social, qui nous parle de la journée internationale du travail social, le thème sur lequel la journée se décline. Peut-être pour le travail, il y a cet article que nous produit le confrère L'Union pour la Patrie à la page 7. Dites-nous d'abord, M. Tremont, vous avez une moto? Oui. Et vous arrivez d'avoir une crevaison la nuit? Évidemment. Et vous faites appel aux mécaniciens de nuit?
C'est exact. Voilà, c'est ce travail que ressort l'Union pour la Patrie. Mécanicien de nuit, un gagne-pain, mais à quel prix? Merci, M. Coutremont, de venir nous rappeler la journée internationale du travail social. Merci. Et nous sommes tous travailleurs. Quelqu'un vous dira que même le président de la République est un travailleur. C'est pas M. Trimois qui va nous démentir. Je présume que vous, au gouvernement, les travailleurs que vous êtes au service de la nation, vous vous sentez à l'aise, M. Trimois. Vous savez, nous sommes toujours très préoccupés par toutes les questions qui concernent les travailleurs en général et en particulier le travail social, parce que c'est un travail de contact permanent et humain. Et j'aimerais suggérer à nos amis, vous savez, vous avez une belle opportunité avec la décentralisation actuelle. Et pour une journée importante comme celle d'aujourd'hui, vous gagnerez beaucoup à mettre les maires, à travailler les maires au corps. Les travailler au corps. Parce que dans leur feuille de route, ils ont une part du social qui est très important. Et ils sont aussi des employeurs. Ils sont employeurs, ils vont employer, et ils sont obligés de s'occuper de ce secteur-là. Il me semble que vous les sensibilisez utilement en vous rapprochant d'eux. Merci. Voilà une piste qu'un travailleur indique à l'association pour d'autres travailleurs sociaux aussi. Eh bien, je voulais annoncer le 8 mars la journée internationale des droits de la femme qui joue les prolongations. Prolongation sous la forme du magazine Dagan, numéro 6. Sorti pour les 2 mois à venir. Christelle, rebonjour. Bonjour, Sas. Je disais tantôt que votre magazine se fixe pour objectif de mettre la femme togolaise en lumière. Tout à fait, nous n'avons pas changé d'objectif. Il y a tellement de choses à dire sur la femme togolaise que Dagan continue sur cette ligne éditoriale de mettre en lumière le parcours exceptionnel d'une femme togolaise. Et justement, pour cette édition, vous mettez en lumière une grande, élégante dame, Madame Elisabeth Palichala. Elle a fait une formation de sage-femme, mais elle est devenue, de par sa poigne, la directrice de la plus grande grossiste en produits cosmétiques du Togo. Elle vous a livré une grande interview. Il y va de ses confidences, de son parcours. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un parcours vraiment qui a été pour nous un privilège. Échanger avec Madame Palichala pour une jeune Dagan comme moi, c'est un privilège. Et honnêtement, Davi même, je dirais, une Davi comme moi, c'est un immense privilège. Et elle a partagé énormément de choses. Nous avons trouvé une dame épanouie, une dame accomplie, une dame respectable. Vraiment, ça a été un échange que je ne peux que partager avec mes jeunes sœurs. Et Madame Elisabeth Palichala qui nous dit à nous tous, il y a une citation, elle dit « Qui court le risque ne doit pas craindre l'échec ». Exactement. Et elle dit que c'est comme ça qu'elle a réussi sa vie. Elle a pris des risques. Elle a pris des risques sans avoir peur d'échouer. Et ça, je pense que pour elle, c'est en tout cas le moteur de la réussite. Quand vous voulez réussir, n'ayez pas peur d'échouer. Prenez des risques. Et lorsque vous échouerez, ben vous recommencerez, vous reprendrez des risques. Voilà. Et elle nous apprend aussi qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est ça, parce qu'elle était sage-femme au début. Et puis, elle a commencé avec une boîte d'ampoules vitaminées pour les cheveux. C'est de là qu'est venue Estetica 2000, qui est devenue une référence en matière de cosmétiques au Togo dans les années 90. Donc, honnêtement, c'est une dame qui est partie de pas grand-chose, sage-femme, une boutique, une boîte d'ampoules comme ça, vend en porte à porte au départ. Elle devient tout de suite grossiste en important des containers, etc. Dans la sous-région, elle se fait reconnaître. Elle part de là, elle crée la filière Carité et dont elle est la présidente aujourd'hui. Je veux dire, un parcours comme ça, c'est le parcours d'une femme qui a plusieurs cordes à son arc. Et elle nous demande, elle nous dit que nous ne pouvons nous imposer qu'en recherchant l'excellence. Exactement. C'est sa devise de rechercher l'excellence. Il faut savoir ce qu'on veut et quand on sait ce qu'on veut, il faut bien le faire.
Merci, Madame Elisabeth Palichala, grande dame de par grande sa carrure, dame, de par son expérience et de par sa réussite. Et de par sa beauté aussi. Merci. Alors, vous me direz qu'il n'y a pas de femme sans parfum. Alors, à la page 8, vous nous faites un joli article sur les parfums. Quel parfum pour quelle personnalité, Christelle? Oui, c'est ça. Moi, je dis que, et en tout cas, je propose en disant, écoutez, vous êtes romantique, vous êtes timide, vous êtes une femme battante, vous êtes plutôt une femme d'intérieur, et ben à chaque femme, à chaque caractère son parfum. Donc nous faisons des suggestions de parfums aux femmes en disant par exemple que la Mariche de Givenchy que tout le monde connaît, ce petit parfum qui est dans sa boîte rouge, ben, correspond aux femmes qui sont naturelles et simples et voilà. Et donc on a plusieurs exemples comme ça et plusieurs suggestions qui peuvent aider les femmes à mieux porter leur parfum et mieux imposer leur odeur. Merci, on lira l'article et on saura quel parfum adapté aux conducteurs des émigrants, aux médecins, aux journalistes, aux ministres, à députés ou bien à femmes d'affaires. Vous lirez l'article là et vous apprécierez. Christelle, je ne vous cache pas que nous les hommes togolais, nous aimons les femmes bien en chair. Sauf que une femme en chair peut virer rapidement à l'obésité. Oui, je trahis le goût de certains hommes ici. Alors une femme en chair peut virer à l'obésité et ça peut devenir problème. Alors il y a ce bel article sur l'obésité. Vraiment bel article. Ça je suis d'accord avec vous. Un bel article sur l'obésité parce que déjà il faut faire la différence entre l'obésité et le surpoids. Donc, et là, j'ai donné la formule de l'IMC. Il faut calculer ce rapport-là qui peut vous permettre de savoir si vous êtes en surpoids ou si vous êtes obèse. Et une fois que vous avez trouvé votre tendance, à ce moment-là, on vous donne les principales causes de l'obésité si vous êtes obèse et puis quels sont les risques aussi de l'obésité, le traitement de l'obésité et puis quelques conseils évidemment pour ne pas être obèse. Merci. On peut être en surpoids, c'est mignon d'avoir quelques rondeurs et tout ça, mais il faut pas dépasser le seuil et devenir obèse. Merci. Les hommes dans ce studio me chargent de vous dire qu'ils aiment les femmes en chair, mais pas les femmes obèses. Merci. Alors également un clin d'œil, un peu de psychologie. Comment maîtriser sa colère? Oui, ça c'est la nouvelle rubrique. Ça, dans ce nouveau Dagan, dans le Dagan 6, on a deux nouvelles rubriques. La rubrique psycho et la rubrique astrologie. Voilà, donc maintenant dans la rubrique psycho, nous allons mettre en évidence quelques traits de caractère et nous allons nous aider mutuellement à vaincre ces mauvais côtés-là, comme dans cette édition-là, comment maîtriser sa colère pour une vie épanouie. Merci, ce numéro 6 de Dagan qui est très riche, mais actualité oblige. Souffrez, Christelle, qu'on suspende là. Je souffre. Mais vous restez à nos côtés. Sûrement que vos consoeurs voudront en savoir davantage. À moins que vraiment il y ait une urgence. Il n'y en a pas. Ouais. Ok, donc je maintiens ce que Primus dit. Il n'y a pas d'urgence, donc Christelle, merci beaucoup, merci. À nos côtés. Eh bien, je l'annonçais depuis un mois. Si tu permets, avant de clôturer cette page, je voudrais quand même laisser exprimer ma gourmandise naturelle. À la page 33, il y a de belles recettes, il faut regarder. Je l'ai dit, on aurait pu consacrer toute l'émission à ce numéro de Dagan, mais comme il y a aussi d'autres... Ah oui, ça... Alors la sauce Kodoro, quand même, c'est le plat préféré de notre Dagan. Donc ça, c'est un petit secret. La recette de la sauce Kodoro... à propos de la sauce Kodoro, je me permets de le dire, il y a la cantine de Radio Lemay. Dans l'enceinte de Radio Lemay, vous allez là-bas, vous allez manger la sauce Kodoro, la sauce Aloma, la sauce Azéou. Donc, pour ne pas vous dire que c'est des plats authentiquement du pays kabien qui sont préparés dans cette quand maintenant vous mangerez la sauce Kodoro, vous saurez que c'est le plat préféré de Madame Palichala. Merci. Et vous-même, Christelle? J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons continuer avec l'actualité. Eh bien, je le disais, le monde entier se trouve emballé par ce nouveau coronavirus qui affole et ce virus-là en impose aux États jusqu'à nos comportements et depuis quelques jours circulent les images de la place La Kaaba, le lieu le plus saint de l'islam qui est vide de visiteurs. Même la basilique Saint-Pierre, le lieu le plus sacré des chrétiens catholiques, est vide. Le pape même est obligé de s'isoler pour célébrer. Ça veut dire, voilà un virus qui en impose aux souverains
même aux grands dignitaires de l'État. Nous allons en parler, mais depuis un mois, nous en parlons avec les mesures prises ou annoncées par le gouvernement, mais il est utile qu'aujourd'hui, nous recevions également un médecin, le corps médical qui est en contact permanent avec le cas d'éventuels malades. Et pour cela, nous avons à nos côtés aujourd'hui Dr Gilbert Tcholenyanou. Bonjour. Bonjour Sass. Vous pouvez enlever votre casque. Il n'y a pas de corona dans ce studio. Non, je maintiens mon masque parce que c'est des mesures barrières, c'est des mesures de protection élémentaires que nous devrions tous normalement adopter parce que nous ne sommes pas des biologistes et nous n'avons pas les yeux qui puissent voir le virus dans l'air. Donc pour ce faire, je conseille vivement ce que tout le monde puisse pratiquer ces mesures barrières. Merci. Nous allons écouter votre point de vue en tant que médecin. J'ai également annoncé que pour vous interroger à vous, Dr Tcholenyanou, et aussi et surtout le ministre et moi, j'ai souhaité avoir deux confrères à nos côtés. Primus qui est là. Le second, c'est notre Monchoso national. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous. Vous êtes permis d'arriver en retard après le ministre. Monchoso. Toutes mes excuses. Non seulement en retard sur l'heure, mais également en retard sur nos invités et le ministre. Toutes mes excuses à monsieur le ministre. Merci. Et toutes mes excuses aux auditeurs. Merci. Bien, le nouveau coronavirus, le Covid-19, c'est l'actualité du moment. L'Italie, tout ce pays est en confinement absolu. Et hier, nous avons écouté le président Emmanuel Macron de la France dit que la France est en état de guerre sanitaire. Ça, c'est le président qui l'a dit. Je l'ai écouté. Il a répété par 6 fois que la France est en guerre. Ça veut dire toute l'importance qu'il faut accorder à ce virus. Alors, dans nos colonnes, Liberté qui écrit à la page 5 que le coronavirus bouleverse tout et partout. Autre journal, Vision d'Afrique, qui écrit l'Afrique en alerte maximale. Autre journal encore, c'est Togo Matin, Monchoso. Votre journal titre que la conférence des évêques du Togo vient d'instruire sur les nouveaux comportements à adopter sur les lieux de culte. Monchoso. Oui, mais il faut dire d'abord que le gouvernement a tenu... Nous allons venir au gouvernement. Voilà, donc oui, il y a également que les évêques, effectivement, ont tenu une réunion dimanche, si je ne me trompe, et effectivement, les évêques, c'est-à-dire les bergers de l'Église, ont annoncé des mesures importantes. Parce que c'est normal, parce que ils sont à la tête d'une religion, justement, et une religion, justement, qui draine foule régulièrement. Et c'est normal qu'en tant que berger, qu'ils puissent prendre... C'est vrai, ça se passe comme dans un film, sauf que c'est une réalité. Merci, c'est pas de la fiction. Le monde entier est presque à l'arrêt, et ça surprend. On se pose la question, d'ailleurs, de savoir que vaut toute cette brillante science aujourd'hui devant la toute-puissance. C'est un défi lancé par ce virus à toute l'humanité. Le confrère l'Union pour la Patrie, lui aussi, parle des nouvelles prescriptions des évêques du Togo pour les célébrations eucharistiques. Le coronavirus qui fait changer les habitudes dans les églises du Togo. Et je parlais tantôt du confrère Vision d'Afrique qui écrivait que l'Afrique en alerte maximum. Le cas du Togo, où on a vu le Premier ministre hier avec toute son équipe rencontrer le corps diplomatique et faire le point. Et dans la même journée d'hier, le gouvernement a tenu un conseil des ministres extraordinaire avec les 8 mesures dont nous parle l'Union pour la Patrie. Le gouvernement qui prend 8 importantes mesures pour prévenir le coronavirus. On pourra lire ces articles dans tous les journaux. Mais monsieur le ministre, vous étiez au conseil des ministres hier. Oui. Je note ici que à partir du vendredi prochain, le Togo ne permettra plus des vols avec les pays fortement impactés. Les frontières terrestres seront encore plus sévèrement surveillées. Vous appelez à la suppression des rassemblements de plus de 100 personnes à partir du dimanche 22 mars prochain. Vous avez même débloqué un fonds spécial de près de 2 milliards pour accompagner ces mesures de prévention. Ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État,
vous prenez le virus là au sérieux. Oui, absolument. Vous savez, vous l'avez dit dans votre mot introductif. C'est un sujet qui préoccupe la terre entière. Il n'y a pas que le Togo. Il y a tous les autres pays aussi. Et il me semble qu'on ne peut pas banaliser ce sujet-là. Hier, le chef de l'État a présidé ce conseil des ministres extraordinaire qui n'avait que ce seul point à l'ordre du jour et qui a abouti à ces premières mesures. Elles seront complétées au fur et à mesure qu'on avancera et selon l'évolution de la situation. Et vous avez également annoncé qu'un second site sera aménagé, site d'accueil, si éventuellement d'autres cas se signalaient. Absolument, c'est bien ça. Merci, Dr Tcholo-Nianou. Vous suivez l'actualité au jour le jour. D'abord, votre première réaction à l'issue des décisions prises hier en Conseil des ministres? Non, je salue ces décisions. Je pense que tout le corps médical salue la décision qui a été prise hier, parce que nous pensons qu'il était temps d'en arriver là. On se posait beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas encore prises? Mais là, maintenant qu'elles sont prises, nous pensons que c'est assez important de le faire. Parce que cette situation, il faut faire extrêmement attention. Nous sommes en train de banaliser une situation, en fait, contre laquelle nous, pays africains, je tiens à le dire, n'avons pas les moyens. Si la Chine, quasiment la première puissance mondiale, pour ne pas égratigner les Américains, si les Européens, avec tout l'arsenal sanitaire qu'ils ont, sont aujourd'hui dans une situation alarmiste, pour ne pas dire alarmante, vous comprenez que nous, pays africains, qui dépendons à la limite de ces pays-là, si ce mal arrivait chez nous, ce serait l'hécatombe. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut qu'on l'assume pleinement. Et donc, les mesures de prévention sont les seules mesures qui nous permettent d'éviter le pire. Et donc, pour moi, ces mesures-là sont à saluer. Et je pense qu'on doit encore faire plus. Alors, moi, je souhaiterais éventuellement que, d'ici le 22 mars, que nous puissions avoir plus de déclinaisons dans certaines mesures précisées. Surtout le regroupement de 100 personnes. Parce que ça amène à discussion. Il faudrait que le gouvernement clarifie cette mesure. Et ça veut dire que le 22 mars, on n'aura plus les écoles ouvertes. Il faudrait qu'on comprenne. Il faudrait qu'on nous éclaircisse là, parce que fondamentalement, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrête les enfants d'aller aux écoles. Il faut qu'on interdise. Moi, je pense, il faut qu'on aille à la fin des écoles. Ce n'est pas trop que de le dire, puisque essentiellement, nous ne maîtrisons pas aujourd'hui toute la chaîne de propagation de ce virus. Totalement. Et je voudrais dire à M. Montossor que la science n'est pas aussi faible qu'on le pense, parce que la réactivité aujourd'hui sur le plan scientifique est extraordinaire. En l'espace de quelques mois, la connaissance qu'on a de ce virus, de comment est-ce qu'il progresse, de comment est-ce qu'il se comporte, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, les pays vont plus loin. Même par rapport aux tests rapides, non homologués encore, mais des pays sont en train d'évoluer là-dessus. Donc la science a une réactivité extraordinaire par rapport à ce phénomène. Et je voudrais tout de suite clarifier un préjugé qui accourt actuellement chez les Africains. On semble dire que ce virus ne résiste pas au soleil, à la chaleur, à la température. De grâce, je voudrais dire à nos concitoyens togolais que ce sont des faussetés. Le virus réside dans le corps humain, dont la température ambiante acceptable est de 37 degrés Celsius. Comprenez que ce virus est à l'aise sous les tropiques. Donc, tout ce qui se raconte que le virus ne résiste pas à 26 degrés, ce sont des conceptions erronées, puisque le corps humain, dont la température ambiante est à 37 degrés, supporte le virus. Et jusqu'à 40 degrés, le virus vit bien. Merci, Dr Tcholo-Nianou. Le virus qui est autour de nous, s'il n'est pas dans la maison togolaise, hier, le Bénin a annoncé son cas, le Ghana, le Burkina en ont, ce qui amène le confrère L'Alternative à écrire coronavirus au Burkina, au Ghana et au Bénin autour de nous. Et le journal en appelle à des mesures préventives renforcées qui s'imposent au Togo. Monsieur le ministre Trimois, Dr Tcholo-Nianou voulait avoir une clarification sur, vous dites qu'à partir du dimanche 22 mars prochain, il est déconseillé des regroupements de plus de 100 personnes. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé clairement pour nos écoles? Alors, vous savez, c'est un sujet qui nous préoccupe et il a bien décrit le tableau. La question pour nous, c'était de ne pas prendre de cours nos compatriotes, parce que ces mesures nécessitent un minimum de réorganisation individuelle, familiale, etc. Et j'ai annoncé tout à l'heure en disant d'autres mesures complémentaires vont suivre,
qui vont être renforcées au fur et à mesure de la mesure du risque. Il y a cette mesure pour les écoles. La question c'était, est-ce qu'on arrête tout de suite l'école? Le débat a été de dire, pour l'instant, nous n'avons pas de signaux importants là-dessus. Le temps, et c'est pour ça que la date, vous avez vu, on l'a pas appliquée immédiatement. On a laissé un délai de 48-72 heures pour certaines mesures, le temps de la réorganisation. Il est inévitable que vous preniez un amphithéâtre ou dans une salle de classe, le nombre qu'il y a amènera nécessairement à arriver à cette solution-là. Bon, donc l'idée c'était de dire, on prend des premières mesures tout de suite, on laisse le temps de la réorganisation. Maintenant, nos compatriotes savent que nous sommes dans un véritable danger. La banalisation n'est plus acceptable sur le sujet et qu'à partir de là, les autres mesures. Aujourd'hui, si vous libérez tous les enfants d'un coup, les parents qui travaillent ne savent pas comment s'organiser. Et donc, l'idée, c'est de dire d'y aller progressivement. Cette mesure, à mon avis, avec le niveau de contamination qui évolue, on y arrivera nécessairement, peut-être d'ici la semaine dernière, peut-être même d'ici 2 jours. J'en sais rien encore. Mais sur un certain nombre de mesures, mon collègue du ministère de la Santé, je pourrais même d'ailleurs voir avec le pot qui passe ici, il va relancer la communication, apporter les éléments de précision que le docteur Tcholonyawa a évoqué tout à l'heure, et pour clarifier un peu plus aux uns aux autres les mesures qui ont été prises. Oui, Prébous? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Depuis hier, au Ghana, les écoles sont fermées jusqu'au 31 mars. Oui. Sur toute l'étendue. Même chose au Burkina. Oui. Et jusqu'aux universités. Au Sénégal également. Nous sommes en train de vouloir prendre des mesures. Pour quelle raison? Nous sommes en train de vouloir prendre des mesures. Nous en avons prises. Mais nous allons dans une gradation qui est différente. Par exemple, le taux de contamination qu'on a au Ghana ou au Sénégal n'est pas la même chose chez nous. Et nous disons, on ne va pas effrayer les nôtres tout de suite en mettant une palette de 100 mesures sur la table. Les 8 d'ailleurs ne sont pas encore très bien comprises par nos compatriotes. Si vous en alignez un peu trop, finalement vous arrivez à un choc qui fait qu'aucune ne sera respectée. Commençons à appliquer celles qui sont mises en place. Les autres vont s'ajouter au fur et à mesure. L'idée étant de ne pas créer aussi la panique. En même temps, de permettre aux gens de prendre des dispositions. Regardez en France, quand on a annoncé immédiatement la question de l'approvisionnement. Est-ce qu'on va faire des courses, on stocke de la nourriture, on a le droit de sortir, on n'a pas le droit de sortir? Ce sont des questions qui vont se poser. Est-ce que tous les commerces ferment d'un coup à Lomé en disant on n'a pas le droit d'aller dans une boutique aujourd'hui? Si vous dites ça le jour pour le lendemain, vous créez une situation difficile. Donc c'est vrai que le danger est à nos portes, c'est vrai, mais il faut le gérer de sorte à ce que nos compatriotes adhèrent aux mesures et qu'ils contribuent avec nous. Donc c'est un niveau supplémentaire qui va intervenir et qui va intervenir probablement très rapidement puisque les écoles, je l'ai dit encore, prenez l'université simplement. Encore dans les écoles, vous avez des nombres un peu plus réduits. Mais dans les amphithéâtres à l'université, vous avez parfois des amphis de 800 personnes. C'est-à-dire que si vous avez un déclenchement dans un amphi, c'est 800 personnes qui sont à confiner immédiatement. Et même nous, d'un point de vue même de l'accueil, nous ouvrons un second centre, d'accord, mais d'un point de vue même de l'accueil, de la mise en confinement de ces personnes-là, il y a une organisation à mettre en place. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. Je dis encore une fois, ces mesures concernant les écoles, les établissements scolaires, l'université arriveront probablement assez vite. Mais nécessairement, nous allons de façon graduelle, de sorte à permettre à nos compatriotes également de prendre la mesure des choses et de s'organiser au fur et à mesure que les mesures seront Merci, prises. docteur Tcholonyanou. Pour le moment, c'est le centre d'accueil aménagé, c'est dans les locaux du CHU Campus. Le gouvernement qui a annoncé la création d'un nouveau centre. Mais pour ce qui est du CHU Campus, est-ce que vous estimez, vous praticiens, que les mesures sont vraiment adéquates pour la prise en charge d'un cas éventuellement? Oui, pour l'instant, les mesures sont limites. Le centre du CHU Campus, pour ce que je sais, et j'ai conscience de ne pas me tromper, la capacité d'accueil actuelle est de 4 lits pour 2 salles. De 4 lits pour 2 salles, et on n'a pas d'unité de réanimation. Je précise parce que c'est la situation. Et quand nous savons que les complications immédiates de cette maladie-là, c'est surtout l'aspect de réanimation. Heureusement qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas, en tout cas. On n'a pas de cas au Togo qui présente ça. Le seul cas est stable. Et ça, je tiens à le dire. Le gouvernement l'a dit et c'est stable. Et ça, il ne faut pas qu'il y ait de polémique là-dessus. C'est stable. Mais dans la projection, sur le principe, il doit avoir une unité de réanimation avec respirateur, avec aspirateur, avec unité d'oxygène, air médical, vous voyez. Donc, c'est des dispositifs qu'on n'a pas encore au niveau du CHU Campus. Et je crois qu'il faille rapidement arriver à avoir ça. C'est fondamental. Les respirateurs au Togo, on doit aussi en commander, on doit en avoir. Ce qu'on a ne suffit pas pour gérer une situation d'urgence. Et ça, le ministre de la Santé le sait très bien.
Et donc, pour nous, il est important aujourd'hui qu'on accélère la mise en place des dispositifs de sécurité sanitaire. C'est fondamental. Et donc, pour la capacité d'accueil, un deuxième site, oui, est souhaitable. Et je crois, pour ce que je sais que, par rapport à Ebola, le chef de l'État avait permis l'acquisition d'hôpitaux mobiles. Voilà. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ces hôpitaux mobiles ne sont pas mis à contribution. Pour nous, on aurait souhaité rapidement voir ces hôpitaux mobiles, puisque c'est déjà là, qu'on les utilise déjà et qu'on ait d'autres sites à l'intérieur aussi, puisque ça arrive du Burkina. Alors si on a des cas au nord, à la frontière du Burkina, Togo, comment on fait? Quelles sont les dispositions qui sont mises en place pour la gestion de ces cas? Est-ce qu'on aura à utiliser, à mettre à contribution l'armée pour des évacuations sanitaires héliportées? Comment est-ce qu'on fait? Ou bien par des ambulances? Il faudrait qu'on soit dans un schéma. Et je pense que le ministère de la Santé réfléchit à cela. Et donc, c'est en cela que nous sommes disposés à travailler avec pour que nous puissions aller de manière collaborative à ces dispositions-là. Puisque aujourd'hui, la situation impose l'unité nationale. On doit la décréter, l'unité nationale. Il n'y a pas de polémique possible à accepter dans cette situation-là. On doit la décréter et on doit mettre à contribution toutes les ressources possibles, quelles qu'elles soient. Je rappelle que la France s'est décrétée en état de guerre sanitaire. J'aurais aimé qu'on anime cette émission demain mercredi, mais vous m'avez dit que vous avez une urgence. Sinon, nous allons quand même essayer d'avoir un spécialiste du ministère de la Santé. Pourquoi pas le ministre Mijiawa? Non, je vais avec le ministre pour qu'il vienne. Merci beaucoup. Si vous avez... De toutes les façons, j'ai des collaborateurs aussi. Oui. Il y en a un même qui est là, qui pourront être là demain pour Très bien. Pour si discuter, le ministre nous aide à avoir le ministre Mijiawa, vous pourrez également mettre à notre disposition un médecin. Absolument. Comme ça, et si ça va être très... Nous allons nous asseoir comme de sages élèves et vous écouter. Vous prenez l'évangile en cette séquence. Mais docteur, on va devoir terminer par là. Quelles sont les mesures barrières que vous voulez vraiment nous rappeler? Non, les mesures barrières, comme je le dis, c'est déjà le port de masque pour éviter de contaminer et d'être contaminé. C'est fondamental. Et donc, sur ce plan-là, permettez-moi, comme le ministre aussi est là, de le dire, au CHU Campus, actuellement, où le cas est mis en isolation, ok, c'est vraiment une partie qui n'est pas avec l'hôpital ordinaire. Soyez rassurés, ce n'est pas dans l'hôpital, mais c'est vraiment une partie. Mais il est important que les soignants aient les masques FFP2. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas et ça ne rassure pas les gens. Et ça crée une psychose. Et donc, vraiment, notre souhait, c'est que ces éléments-là soient disponibles aux soignants qui sont en première ligne pour pouvoir recevoir, accueillir les patients qui arrivent. De la même manière, nous souhaitons également qu'on puisse avoir des équipements automatiques de lavage des mains. Vous voyez un peu ce qu'on a, les trucs là. Pas forcément des trucs manuels, mais automatiques qui permettent à ce qu'on puisse se laver les mains. Et ça, c'est pour tout le monde. Les patients qui arrivent aussi doivent pouvoir se laver les mains, ainsi de suite. Et un autre point important, tout à l'heure le ministre l'a soulevé, c'est le renforcement des contrôles aux frontières terrestres. Et ça, c'est un point essentiel. Moi, je me suis permis d'aller visiter un peu la frontière de Kilakondi, parce que étant chef syndical, c'est mon devoir d'aller voir ce qui se passe. J'ai traversé la frontière. Du côté béninois, fondamentalement, ils sont loin. Ils n'ont rien prévu, quoi. Mais du côté togolais, on peut dire que oui, il y a quand même quelque chose. On a un système de lavage des mains. On a un contrôle de la température. Mais ce que nous avons déploré, c'est que les mesures, les distances de sécurité sanitaire ne sont pas respectées. Les gens étaient entassés, agglutinés comme dans une boîte de sardines. Et ça favorise fondamentalement la contamination. Donc, du coup, nous souhaiterons qu'on puisse retourner aux frontières, renforcer le système de contrôle aux frontières et permettre à ce que ces éléments de sécurité soient vraiment maintenus et assurer docteur, la santé sujet de nos important, mais souffrez qu'on diffère un peu sur demain avec l'espoir que nous aurons le ministre de la Santé ou une personne ressource et également un médecin, ce ne sera pas vous malheureusement, mais un médecin quand même. Et s'il le faut, nous allons consacrer toute l'émission de demain à ce nouveau virus, le coronavirus. J'allais justement le solliciter un peu de votre part. Je pense que c'est important
de réserver une émission entière sur le sujet, parce que vous avez plusieurs sujets d'actualité. Pour le temps d'antenne qu'on a malheureusement, il n'y a pas beaucoup pour l'expliquer, et nous ferons en sorte que notre collègue puisse participer à cela. Merci, mais docteur, vous restez à partir de 12h, peut-être que les gens voudront en savoir, profiter de votre présence, souffrez que nous vous réquisitionnions pour la suite de cette émission, et nous embrayons sur la page sociopolitique avec le double acte majeur qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Le député Agboyome Kodjo qui s'est vu lever l'immunité parlementaire. Alors, quelle est la suite pour cela? Mais en attendant, voyons ce que les confrères écrivent. L'Union pour la patrie qui écrit à la page 3, contestation des résultats de la présidentielle pour violation de la loi pénale. Le député Agboyome Kodjo déchargé de son immunité pour répondre à la justice. Et l'Union dit que Agboyome risque entre 20 et 30 ans de réclusion criminelle s'il était condamné dans ce sens. Autre journal, c'est Togo Matin qui met à sa manchette l'Assemblée nationale Agboyome Kodjo mis à la disposition de la justice. Vision d'Afrique, lui, écrit à la page 3, levée de l'immunité parlementaire d'Agboyome Kodjo face au péril de la République, l'Assemblée nationale surmonte les émotions négatives. Et le journal écrit qu'il ne fallait pas laisser prospérer ces actes de défiance face aux emblèmes et aux institutions de la République. Ce serait encourager le désordre dans la cité. L'Indépendant Express, lui, écrit à la page 3, levée de son immunité parlementaire, gros risque encouru par Agboyome Kodjo. Et le journal écrit que Agboyome Kodjo ne jouit plus d'une immunité parlementaire. Le député, président autoproclamé à la présidentielle du 22 février, est désormais à la disposition de la justice. Le médium, lui, parle carrément de la descente aux enfers d'Agboyome Kodjo. L'alternative titre Faure Gnassingbé décidé à envoyer Agboyome en prison. Et Liberté qui termine à la page 4 que après la levée de son immunité parlementaire, Monseigneur Kodjo appelle le peuple à s'opposer à l'arrestation d'Agboyome Kodjo. Monsieur Trima, je rappelle que vous êtes juriste, avocat, mais vous êtes le ministre en charge des droits de l'homme au Togo. C'est vous qui assurez également la coordination de l'action gouvernementale avec les institutions de la République. Alors, voulez-vous nous dresser un peu le tableau du double acte qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale concernant le député Agboyome Kodjo? Alors, peut-être pour rappeler en une minute, très rapidement les faits. Donc, le procureur a saisi l'Assemblée nationale compte tenu d'un certain nombre de faits matériels que M. Agboyome Kodjo a posé depuis l'élection du 22 février 2020 et a considéré que ces faits étaient constitutifs d'infraction pénale. Et sur cette base, il envisageait la possibilité de pouvoir poursuivre. Mais M. Agboyome Kodjo a une double qualité. La première, il est député actif, donc siégeant actuellement. Et la seconde, il est ancien président de l'Assemblée nationale. Et chacun de ces deux statuts dispose d'une procédure particulière. Pour le député, pour pouvoir poursuivre, il faut d'abord demander la levée de l'immunité, parce qu'il est couvert par une immunité qui le protège contre l'arrestation, les poursuites et tout jugement. Et cette première démarche est faite par le procureur de la République. Mais en sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, il bénéficie également d'une protection qui est mise dans la loi de 2007 sur les présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de l'Assemblée nationale du Togo. Quand on veut lancer une poursuite contre un ancien président, il faut d'abord demander l'autorisation au Parlement. Donc ce sont les deux actes qui ont été posés. Le premier acte venant du procureur de la République, qui lui demande la levée de l'immunité pour pouvoir engager les poursuites, et puis le procureur général près la Cour suprême qui lui demande l'autorisation de poursuivre l'ancien président de l'Assemblée nationale qui est M. Agboyome Kodjo. Et donc voilà les deux actes sur lesquels le Parlement s'est prononcé hier et qui ont abouti naturellement à la levée de l'immunité et aussi à octroyer l'autorisation pour que la justice puisse faire son travail convenablement. Merci. Primus Monchoso. Monsieur le ministre, à bien vous suivre, et puisque nous sommes sur un terrain juridique et les mots valeur pesant d'or, vous disiez tout à l'heure que le procureur de la République envisageait. Donc, à ce stade, il est clair que M. Agboyome Kodjo n'est pas encore poursuivi. Non, il n'est pas encore poursuivi. Parce que, précisément, les poursuites ne peuvent se faire qu'après la levée de l'immunité. Le procureur annonce une intention. Il dit, moi, j'ai des faits
qui, je les qualifie au regard de la loi comme étant des faits qui ont violé la loi. Pour engager les poursuites, il faut d'abord qu'ils soient dépouillés de ce qui est une protection. Tant qu'il n'est pas dépouillé, si l'Assemblée avait voté contre hier, les poursuites ne seraient pas engagées. Donc, à la date d'aujourd'hui, pour reprendre l'expression, le monsieur Agboué Mekodjo n'est pas encore poursuivi parce que le procureur va recevoir notification par l'Assemblée nationale des décisions qui ont été prises hier et c'est ensuite à partir de là, puisqu'il a demandé, il a écrit à l'Assemblée, il va avoir la réponse de l'Assemblée et à partir de la réponse de l'Assemblée, il posera les actes qu'il estime nécessaire de poser pour pouvoir engager la procédure. Eh bien, monsieur Trémois, dans un premier temps, c'est le procureur de la République qui a saisi l'Assemblée nationale pour lever de l'immunité du député Agboué. Par la suite, le procureur près la Cour suprême a demandé l'autorisation de mettre de pouvoir poursuivre. De pouvoir poursuivre. Alors, entre ces deux procureurs, maintenant, qui va intenter un procès concrètement pour Agboué éventuellement? Alors, c'est le procureur de la République qui tient le dossier. Je rappelle que en 2013, vous vous souvenez, dans l'affaire des incendies des marchés, M. Agboué Mekodjo était également poursuivi. Dans sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, à l'époque, il n'était pas député. La même procédure a été engagée. Le procureur général, après la Cour suprême, avait saisi l'Assemblée nationale d'une demande d'autorisation. Cette autorisation avait été accordée et ensuite le procureur de la République qui détenait le dossier a poursuivi et a mené la procédure. Donc c'est la même chose qui va se représenter ici. Le procureur de la République, c'est lui qui conduit la poursuite. Le procureur général après la Cour suprême, simplement pour les anciens présidents de l'Assemblée nationale, c'est lui qui doit faire la demande d'autorisation de poursuivre. Et ensuite, ses collègues qui sont au tribunal prennent la main pour conduire la procédure. Merci. Primus? Oui, parlons-en de procédure. Et moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est la rapidité de la procédure. Parce que l'état de droit suppose que le droit nous protège. Et le ministère public, l'Assemblée nationale, la présidence, ces trois institutions indépendantes de la République. Ici, on a l'impression que le procureur a une primauté sur l'Assemblée. Parce qu'il demande et il obtient tout de suite. Non, le procureur ne demande pas et obtient tout de suite. Le procureur a écrit à l'Assemblée. Après ça, vous voyez, le procureur ne s'est plus prononcé, il attend d'avoir une réponse de l'Assemblée. Le règlement intérieur de l'Assemblée précise que lorsqu'une demande de levée d'immunité est faite, elle est traitée selon la procédure d'urgence. C'est inscrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est ce que nous avons toujours utilisé pour l'affaire Targone, c'est dans la même procédure qui a été utilisée. Ce qui fait qu'au fond, dès que l'Assemblée est saisie, le bureau de l'Assemblée est saisi, le bureau de l'Assemblée renvoie à la conférence des présidents. Conférence des présidents convoquée, et la notion d'urgence veut dire sans délai, c'est-à-dire immédiatement. La conférence est convoquée, elle prend connaissance du courrier et il y a une commission spéciale qui est mise en place dont la composition est définie dans le règlement intérieur. Donc cette commission se saisit immédiatement, écoute. Le rôle de la commission n'est pas de juger des faits, n'est pas de savoir si les éléments constitués de l'atteinte à la sûreté de l'État sont composés, n'est pas de savoir si finalement on a vraiment violé les armoiries de l'État ou on ne les a pas violées. Son rôle n'est pas de rentrer dans le dossier parce qu'au fond, la commission et l'Assemblée n'ont pas le dossier, les éléments de preuve que le procureur détient, etc. Le procureur fait une demande. Eux, ils estiment, est-ce que cette procédure leur paraît convenable, juste pour leurs collègues, pour la justice? Et à partir de ce moment, ils écoutent leurs collègues ou son représentant. À partir de ces éléments-là, il faut une discussion entre eux et il faut une proposition à la plénière. Et dès que le rapport est adopté, la plénière doit être immédiatement convoquée puisqu'on dit que c'est la plus prochaine des plénières, si vous voulez, la prochaine plénière. Ce qui fait qu'au fond, quand le rapport est adopté, là, ils l'ont adopté finalement vendredi dernier, la plénière immédiatement qui était prévue, c'est celle de lundi. On ne peut pas différer parce que dès qu'une plénière, on avait une plénière qui était prévue pour nos tests. Mais à partir du moment où il y a une plénière qui est prévue, le sujet doit être à l'ordre du jour de cette plénière-là. Donc c'est ce qui a été fait et qui fait que la plénière de lundi qui était prévue normalement pour analyser le test concernant le nucléaire a mis à l'ordre du jour la question de la levée de l'immunité conformément au règlement intérieur de l'Assemblée. Et donc au fond ça peut vous paraître rapide parce que précisément le règlement intérieur estime que nous sommes dans un sujet sur lequel on ne peut pas indéfiniment
traîner. Je rappelle que si l'Assemblée nationale avait par exemple rejeté la levée de l'immunité dans sa séance d'hier, cette session parlementaire ne peut plus connaître du sujet. C'est la prochaine session parlementaire qui devra éventuellement connaître à nouveau du sujet. Donc, la célérité et peut-être aussi la question de la conservation des preuves fait que le législateur, quand il a rédigé cette partie, a prévu que ça soit traité selon la procédure d'urgence. Monsieur le ministre. Plutôt Monchoso. Monsieur le ministre, vous l'avez bien dit, jusqu'alors, le procureur n'a que l'intention. Oui. Et si jamais il renonçait à son intention de poursuivre M. Agbéomé, comment est-ce que M. Agbéomé peut retrouver alors son immunité? Non, à partir du moment où, puisque le procureur a toujours l'opportunité de poursuite, on peut très bien lui accorder, après réflexion, après d'autres éléments d'analyse, il peut estimer qu'il n'a plus envie de poursuivre. Il peut très bien le faire, il est libre de le faire. Il peut engager naturellement, et je suppose que s'il a demandé, c'est parce qu'il a suffisamment d'éléments. Il ne peut pas s'amuser à rassembler l'Assemblée nationale, leur faire ce parcours-là, pour finalement dire qu'il abandonne. Mais c'est une hypothèse qui existe en droit. Il peut très bien renoncer à poursuivre. S'il renonce à poursuivre, automatiquement, à partir du moment où il y a un acte de renonciation, le député recouvre totalement son immunité. Mais attention, parlons bien d'immunité. Comprenons bien ce qu'on dit quand on parle de levée de l'immunité. Ça ne veut pas dire que M. Agbéomé est nu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus aucune couverture. Entendons-nous très bien. L'immunité n'est levée que pour les faits qui sont soulevés par le procureur dans sa lettre. Si demain M. Agbéomé viole le feu rouge, il assassine quelqu'un, il faudra refaire une demande de levée d'immunité pour ces faits-là. Ça ne veut pas dire que pendant son mandat, il n'est pas couvert. On a ouvert une fenêtre sur des faits qui ont été cités. Si demain il y a de nouveaux faits, naturellement, il faudra refaire la demande à l'Assemblée qui devra remettre la même procédure en place. Sauf si les faits sont concomitants à ceux qui sont, ou connexes à ceux qui sont déjà évoqués. Donc, c'est la suite des faits. Mais s'il y a de nouveaux faits, demain un homicide quelque part, et qu'il est soupçonné, il faudra refaire une nouvelle demande de levée d'immunité. Donc, l'immunité est levée pour les faits qui lui sont reprochés dans cette affaire-ci précisément, point. Une nouvelle affaire s'ouvre, il faudra refaire encore la demande. Donc, pour le même député. Donc, M. Kodjo reste et demeure député de la 6e législature. Tant qu'il est député de la 6e législature, naturellement, pour ces faits-ci, on a autorisé la levée de son immunité qui a été faite. On a autorisé les poursuites pour les faits qui ont été évoqués par le procureur. Mais pour tout nouveau fait, naturellement, comme il est toujours député, il faudra refaire une nouvelle procédure. Alors, est-ce qu'il est également libre de ses mouvements, sortis de sa maison, aller un peu partout au Togo, voire même aller à l'extérieur? Pour l'instant, comme je vous le dis, officiellement, le procureur n'a pas encore lancé ses poursuites. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune mesure de sûreté qui est prise, aucune mesure de sûreté qui est prise par rapport à lui, en lui interdisant ses allers-retours, etc. Mais encore une fois, je dis, j'entends beaucoup dire, j'ai entendu, comme vous aussi, Monseigneur Kodjo dire, on veut l'arrêter, etc. Je rappelle encore une fois que l'objectif de l'opération n'est pas d'arrêter M. Agbéomé Kodjo. Il y a un certain nombre d'actes qui sont posés, la justice lui demande d'en répondre. C'est le niveau de collaboration qu'il met en place avec la justice qui déterminera s'il y a besoin d'une mesure supplémentaire ou non. Quand vous collaborez, nous tous comme simples citoyens, quand vous collaborez avec la justice n'a pas besoin de vous arrêter. On ne vous met en détention que pour vous assurer de votre présence aux audiences, aux auditions prévues par le juge, etc. Il n'y a pas de mesure d'arrestation ex nihilo comme ça. Oui, Primus? Oui. J'avais parlé de la célérité parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 prenait en considération ce qui s'est passé en Allemagne de 1933 à 1945, c'est-à-dire le régime hitlérien, qui était de bout en bout légal. C'est-à-dire, c'était dans la loi qu'il y a des individus qu'il faut arrêter et les amener au four crématoire. Et arrivé là, on les brûle. C'était écrit dans la loi. Et après, Auschwitz, ou la Deuxième Guerre mondiale, quand on a jugé tous ces gardiens de geôle, ils ont dit qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont fait que respecter la loi. Et c'est pour ça qu'après, les déclarations universelles des droits de l'homme disent que le droit doit protéger le citoyen dans son pays contre son... Maintenant, on dit que M. Agbéomé a pris le drapeau dans une église. Et c'était pénal. Oui, j'ai mal compris. Ce que je ne comprends pas, en tant que député, il porte le drapeau en écharpe. Donc il est autorisé à s'afficher avec quelque chose de l'État.
qui a en l'occurrence le drapeau. Maintenant, en tant que candidat à la présidence de la République, il reprend le même drapeau et se fait punir pour ça. J'ai mal compris. Non, je pense que vous anticipez un débat qui n'a pas encore lieu. Ok. Et je ne vois pas le rapport avec Auschwitz ni le faux crématoire. Sincèrement, vous me pardonnez, mais je ne vois vraiment pas le rapport. Et pour vous dire simplement là, notre constitution garantit à un député une immunité. La même constitution prévoit que si vous voulez le poursuivre, vous levez d'abord l'immunité. Nous en sommes à cette phase-là. Tout à fait. Un procureur a évoqué un certain nombre de faits. Même l'Assemblée nationale n'a pas à discuter des faits s'ils sont réalisés ou non. Ça, c'est la phase qui va se faire quand la procédure va s'ouvrir. M. Agboyome Kodjo va avoir le dossier que le procureur a. À ce moment, il n'a pas encore. Il ne sait pas encore exactement quels sont, fait par fait, quels sont les éléments que le procureur évoque, qu'est-ce qui les étaye. Il va avoir ce dossier, il va mettre son collège d'avocats à contribution, et à ce moment, ils vont porter la contradiction au procureur devant des juges indépendants. Et c'est ça la procédure où nous en sommes. C'est pour ça qu'au fond, l'Assemblée nationale a développé en disant, mais finalement, peut-être que pour notre collègue, c'est plus intéressant, pour sa défense, de lui permettre d'avoir accès au dossier. Parce qu'à ce moment, il saura les détails de ce qu'on lui reproche. Si on ne lève pas l'immunité, il n'a pas accès au dossier, il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Et j'évoque encore pour ceux qui font la polémique autour de l'arrestation. Au fond, si le procureur avait souhaité arrêter M. Agboyome Kodjo, il y avait suffisamment d'éléments sur le flagrant délit, sur d'autres choses pour le faire. Et je dis encore une fois, il n'y a pas une intention de l'arrêter. L'arrestation ne vient que lorsque vous ne collaborez pas avec la justice. Et bien évidemment, s'il ne collabore pas avec la justice, il ne défait pas aux convocations du procureur, qu'on l'invite à une audience, il ne vient pas, le procureur sera obligé d'utiliser la contrainte. Et la contrainte va passer par l'arrestation. Donc, contribuer à la justice, c'est ce qui existe dans toutes les démocraties au monde. En France, un juge vous convoque, vous ne venez pas à la gendarmerie débarquer chez vous, ils vous prennent, non, ils vous amèneront de force. C'est le juge. Vous aurez un mandat d'amener, un mandat d'arrestation, tout ce que vous voulez. Non, si, je vous dis, essayez. Votre prochain séjour en France, commettez une infraction, le juge vous convoque, refusez d'y aller, vous allez voir ce qui va se passer. C'est pour ça précisément que le code de procédure existe. Ce que je vous dis, c'est dans notre code de procédure, ça existe également dans le code de procédure des autres pays. Ce qui est important là-dessus, je vais peut-être finir là-dessus, c'est surtout aujourd'hui qu'après cette phase, une fois que le procureur prendra les initiatives qu'il faut, bien évidemment qu'on s'assure que les droits de la défense sont respectés et que M. Agboyome Kodjo, qui après tout est un aîné, c'est quelqu'un qui a assumé de grandes fonctions dans le pays, ça reste un de nos amis, qui puisse exercer sa défense devant le juge, conformément au droit qui est prévu pour ça. Vous disiez tantôt que M. Agboyome Kodjo n'est pas encore inculpé et qu'il est encore libre de ses mouvements, et pourtant, on observe autour de sa maison un dispositif sécuritaire. Agboyome semble dire qu'il n'a pas sollicité une protection. Alors, est-ce que vous encerclez la maison d'Agboyome pour empêcher qu'il s'enfuit? Non, s'il a envie de sortir, il peut très bien sortir. Vous voyez bien que des gens rentrent et sortent de chez lui. Mais non, le dispositif. Oui, le dispositif, mais qu'il essaie de sortir, si on l'empêche, il me semble que tout le monde pourra faire le constat. Il dit qu'il n'a pas sollicité une protection spéciale. Alors, je vous rappelle que M. Agboyome a quand même fait un communiqué public en évoquant le fait que sa vie était en danger, que celle de Monseigneur Podjoro était en danger, et que en accusant formellement les autorités publiques, en disant nous avons ordonné un complot contre sa personne, nous voulons lui enlever sa vie. Naturellement, à partir de ce moment, même contre son gré, nous assurons sa sécurité. Parce que s'il lui arrive même un moustique le pique aujourd'hui, on nous attaquera d'avoir envoyé un moustique pour le piquer. Et donc, sur cette base-là, nous assurons sa sécurité, même contre son gré, je vous assure. Parce qu'il l'a dit publiquement, et à partir de ce moment-là, sa vie devient délicate. Donc nous prendrons les dispositions nécessaires pour cela. Mais vous verrez que le dispositif qui était là n'a pas pour objectif ni de l'empêcher de sortir ou d'entrer chez lui. Formellement, voilà la réalité. Maintenant, s'il estime qu'il n'est plus en danger, alors qu'il le fasse, l'information nécessaire pour dire, mais non, je ne suis pas en danger, j'assume ma propre sécurité, ma propre responsabilité de tout ce qui peut arriver. À ce moment-là aussi, le dispositif sera allégé. Merci, nous allons suspendre à ce niveau-là. Juste une question, M. Trimois. Vous êtes d'abord juriste, avocat, et vous êtes en charge des droits de l'homme au Togo. Alors, s'il advenait que, suite à l'élection du 22 février, Agboyome était inculpé, jugé, condamné, est-ce qu'on n'accuserait pas votre gouvernement d'avoir fait de M. Agboyome un prisonnier politique? Mais vous savez, eux-mêmes ont déjà commencé à utiliser les termes en disant oui, les actes qui ont été posés dans un contexte politique, ce sont des actes politiques qui ont été menés, etc. Une fois encore, vous savez, au Togo, on a aujourd'hui cette facilité d'utiliser le mot politique, cet adjectif, surtout. À partir du moment où vous commettez une infraction, vous dites que c'est politique, ça voudrait dire que vous êtes exonéré de toute responsabilité. Est-ce qu'on peut continuer à faire perdurer sous le chapeau de la politique
des faits qui sont en violation des droits de l'homme, qui sont en violation de la loi, qui sont en violation des droits d'autrui. C'est ça la vraie question. Quelqu'un dit qu'il est dans un contexte politique, le mot politique est là, on dit, si vous l'arrêtez, on va dire que c'est un prisonnier politique. Mais enfin, il y a des faits concrets. Le procureur de la République a évoqué des faits matériels. Lui, il ne regarde pas le contexte dans lequel ça a été créé. Maintenant que la personne qui est mise en cause aille faire valoir ses arguments devant la justice en disant, moi c'était dans un contexte politique que j'ai posé tel acte, la justice peut considérer que c'est une circonstance atténuante ou c'est une circonstance aggravante, ou bien que finalement ça excuse les faits, ou alors que ça ne les excuse pas du tout. Sur ce point, à l'étape actuelle, on ne peut pas préjuger de l'issue. Mais le fait de dire que c'est un prisonnier politique, vous savez, inévitablement, eux-mêmes ont commencé à utiliser l'expression, et je pense qu'aujourd'hui nous sommes blindés contre ça. Moi, la question que j'ai... Pourquoi voulez-vous faire de M. Agboyomo un martyr? Mais pourquoi vous considérez que ce serait un martyr? Je vous donne un exemple, monsieur Primus. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays beaucoup de contestations de chefferie traditionnelle. C'est ça. Demain, vous avez deux personnes qui se disputent une chefferie traditionnelle. Un est arrêté, est finalement choisi pour être le chef. L'autre va dans sa cour mettre un drapeau, s'autoproclame chef canton, prend des actes au nom. Au nom de quoi vous ramenez l'ordre si, quand ça s'est passé au plus haut niveau de l'État, vous avez laissé faire au motif qui s'appelait Agboyomo Kodjo. Demain, vous avez des maires qui sont là. Un d'un parti politique n'est pas élu. Il va chez lui, il implante un drapeau, il prend les insignes de la mairie, il signe, fait faire un cachet, distribue des actes au nom du maire en faisant des arrêtés, etc. Au nom de quoi vous arrêtez cela? Parce que quand ça s'est passé au niveau de plus élevé du sommet, vous avez laissé faire, vous diront, mais quand c'est Agboyomo Kodjo, vous laissez faire, quand c'est nous, petits chefs canton, maire, là vous débarquez sur nous. Au fond, au-delà même du fait, il y a une dimension pédagogique, il y a une dimension, il y a un précédent que nous ne voulons pas créer. Si vous laissez faire demain, pourquoi pour les autres vous ne tolérerez pas? Donc à partir de ce moment, il faut restaurer l'ordre public et que chacun se rappelle que la loi existe, quel que soit le niveau où l'infraction est commise. Merci monsieur le ministre. Il est 12h, les auditeurs se bousculent déjà, juste le temps que nous soufflions un peu. Et puis les amis, vous adressez vos questions au ministre et moi sur la procédure de levée de l'immunité de M. Agboyomo et la suite judiciaire. Et le docteur Tcholo-Nyanou est également à nos côtés. Il est curieux de savoir vos craintes, inquiétudes et questions sur le coronavirus. 13.5 Canal FM. Alors rapidement, mais avant d'aller à vos questions, monsieur le ministre et moi, il y a un auditeur qui voudrait savoir si l'hôpital de référence Saint-Péregrin va être livré à temps pour prendre en charge éventuellement des cas de Covid-19. Alors l'hôpital va être livré au mois de juillet comme prévu, mais je ne sais pas si ces cas, comme c'est une maladie qui vient maintenant, donc l'hôpital a été lancé il y a 1 an, on ne parlait pas de coronavirus. Mais probablement que naturellement les nouvelles technologies seront mises à l'équipement nécessaire dont le docteur Tcholo-Nyanou a parlé tout à l'heure. Naturellement l'hôpital sera équipé de ça. Parce qu'on va équiper toutes nos formations naturellement. Donc merci. Eh bien, madame est ici en ligne. Votre question bonjour. Directement à l'un ou l'autre invité. Oui, et je m'adresse à monsieur Trémia. Oui. Oui, il a parlé de constitution, tout le reste ne permet rien de ce qui se passe avec le président MPDD, tout ça. Et je voudrais lui demander, est-ce que 63, toutes ces dates que je vais énumérer, 63, 98, 2002, 2005, 2017, tout ça là, est-ce que toutes ces dérives sont permises dans la Constitution? Et comment sont partis le RPT fait pour gagner toute élection, malgré l'oppression qu'on subit dans le pays? Comment il fait? Comment il se démerde? Et combien d'années ils veulent rajouter après de 60 ans qu'ils ont passé à la tête de l'État? Et je veux préciser aussi que un régime qui est bon, comme chez les Blancs, aux États-Unis par exemple, le mandat est illimité. Mais connaissant l'homme, les présidents font 2 mandats, c'est-à-dire 8 ans, et ils partent pour pas bloquer le pays, pour pas tyranniser, pour pas devenir quelqu'un quoi. Et ils font ça. Ouais. En France, ils font 8 ans ou 10 ans, je pense. Ouais. Mais pourquoi ici le ministre vous répond? Oui, c'est-à-dire comment un régime qui traîne tant d'années devient un régime dictatorial.
Est-ce qu'il le conçoit avec moi? Merci madame. Souffrez que le ministre vous réponde et que nous recevions d'autres auditeurs. Monsieur Trémois? Bon, je pense que madame a voulu surtout exprimer ses propres idées. Elle n'attend aucune réponse de moi. Puisqu'elle a déjà ses propres réponses à elle, qu'elle essaie de partager. Mais enfin, je voudrais simplement la rassurer que nous gagnons bien les élections dans ce pays et que, de toute façon, si c'est sur les contestations que vous évoquez, je crois que le débat peut être fait encore très longtemps. Je ne vais pas revenir sur des polémiques. Merci. Mais peut-être elle voudrait savoir si c'est avec la même rigueur qu'on applique toutes les lois du pays en référence aux dates qu'elle a évoquées. Mais bien évidemment. Je ne sais pas à quoi elle fait allusion quand elle parle des dates. Elle parle de 63, de 78. Je ne vois pas quels sont les faits qui sont concomitants ou quels sont les faits qui sont évoqués. Papa Sodjine, concrètement, directement à l'un ou l'autre invité. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, je salue tout le plateau. Allez-y directement, s'il vous plaît. Ensuite, je salue aussi monsieur le ministre. La seule question que moi je voudrais poser au ministre, c'est que vous dites que monsieur Agboueme Kodjo est libre de toute circulation. Bon, est-ce qu'il veut déplacer pour aller en ville? Cette même disposition va le suivre partout? Ou bien il peut aller, revenir, c'est à la maison que la disposition va le protéger. Merci. Je vous en prie, monsieur Trémois. Mais qu'il essaye de sortir, verra ce qui va se passer. Ça dit? Qu'il essaye de sortir d'abord, faire ses courses en ville comme nous tous, et puis si le dispositif le suit ou ne le suit pas, on saura. Donc vous confirmez que Agboueme est libre de ses mouvements? Non, à la date d'aujourd'hui, il est libre de ses mouvements. Merci. Jusqu'à ce que le procureur prenne d'autres décisions, il est libre de ses mouvements. Merci beaucoup. L'auditeur suivant en ligne. Bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Et je voudrais poser une question au ministre. Il est à votre disposition. Oui, et je voudrais lui demander... D'abord, c'est monsieur? C'est Sylvain Agbayi. Sylvain Agbayi, oui. Oui. Je voudrais... J'espère que c'est pas nous qui l'avons fait partie. Parce qu'on nous fait souvent ce faux procès. Nous sommes disposés à écouter toutes les questions avec courage et fair play. Et nous-mêmes ou les invités leur apporteront les réponses qu'ils trouveront. Déjà le suivant, bonjour. Allô, oui. monsieur Sass, bonjour. Oui, c'est monsieur Abalo, oui. J'aimerais poser la question au ministre. Il vous écoute. Ok, c'est parlant de nos procureurs de la République. Parce que dans l'affaire, la manière dont l'explication que monsieur le ministre a donnée, c'est que lorsque le procureur a des preuves, il a des éléments, il lance une procédure pour essayer d'amener la personne à la justice. Mais dans ce pays, on a vu que vous, des journalistes, vous avez eu à dénoncer des faits comme quoi il y a eu des gens qui ont détourné de l'argent sur des projets, quand je prends la route Lomé-Vaughan. Mais le procureur ne s'est pas saisi de l'affaire. Dans l'affaire Bodiona, on a vu comment le procureur s'est saisi de l'affaire. Dans l'affaire Togo Télécom, à l'époque, quand il y avait Sambi Kassam, jusqu'ici, le procureur ne s'est pas saisi de l'affaire. On se demande exactement, bon, c'est scindé ou c'est comment? Merci, monsieur Trémois. Est-ce que le procureur choisit les cas qui l'intéressent et laisse de côté les autres? D'abord, il faut rappeler un principe général, c'est que les procureurs ont toujours l'opportunité de poursuite. Mais au-delà de ça, si je reprends les cas qu'il a évoqués, tous ces cas, si on prend la route Vaughan, a fait l'objet d'un travail par Haplusia qui a été transmis aujourd'hui à la justice. Donc, c'est en train d'être traité. Donc, il me semble qu'au fond, vous savez, la difficulté qu'on a, c'est de considérer que les infractions commises par des hommes politiques doivent être exonérées au nom de la politique. Et ça, c'est ça qui n'est pas acceptable. Le thème qu'il a voulu en réalité utiliser, c'est de parler de l'impunité. Au fond, si on comprend bien ce qu'il veut dire. Mais précisément, si vous commencez à trouver des excuses à des hommes politiques qui commettent des infractions, pourquoi quand on arrive sur des infractions financières ou autres, vous voulez alors à ce moment-là que certains soient poursuivis? On a l'impression aujourd'hui que lorsque vous voulez commettre une infraction, vous prenez un chapeau de l'opposition, vous mettez sur votre tête, vous mettez politique sur une pancarte, vous commettez toutes les infractions, les gens trouveront des excuses pour dire que c'est sous la politique et parce que vous êtes un parti d'opposition, vous êtes exonéré de toute responsabilité. Oui, faisons attention. Nous ne pouvons pas y aller. C'est qu'on a l'impression que les proches du régime sont protégés et que toute l'énergie est mise à disposition contre les opposants. Je vous rappelle, quand il a cité le cas de Bodiona, quand Bodiona était poursuivi, il était où? Il était du régime. Au fond, je pense qu'il faut faire attention. Moi, ce à quoi je voudrais nous sensibiliser, ne donnons pas le sentiment aux hommes politiques que parce qu'ils sont des hommes politiques, ils sont exonérés de responsabilité là où les citoyens normaux peuvent être poursuivis.
que chacun soit poursuivi et réponde de sa responsabilité, mais respectons les droits de la défense et les procédures. Merci. L'abonné en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Oui, votre question directement s'il vous plaît. Oui, 2 questions. La première, c'est sur Corona. Dans le communiqué du gouvernement, au point 6, on parle d'un chiffre de 100. J'aimerais poser au docteur en place que est-ce que la contamination dépend du chiffre? Au pouvoir, dans nos camps, on fait des rassemblements pour la montée des couleurs. Et les militaires se mettent en rang. Est-ce que ça aussi peut dépasser sans avant qu'ils ne prennent un rassemblement? Merci. La question numéro Deuxième 2. question. Oui. Lorsque nous voyons les charges, c'est pour le ministre, les charges retenues contre Agbeyoume, il y a les déclarations de Loum. Et quand vous voyez les vidéos audio de Loum sur YouTube, lui-même, le ministre est cité comme quoi dans les affaires de l'incendie. Pourquoi lui-même ne fait pas tenter une action contre Loum en question? Le même fait est repris par le prélat. Et le prélat lui-même, à ce jour, reconnaît avoir fait des faits. Pourquoi le procureur ne tente pas des actions contre les 2 personnes-là? Ou bien eux, ils sont déçus de la loi. Merci. Docteur Tchalounianou. Oui, non, juste pour dire que ça dépend du niveau de contamination. Ok, aujourd'hui, il y a des pays où on est en confinement, parce que le niveau de contamination est très élevé, très élevé, et le Togo n'est pas encore à ce niveau-là pour qu'on réduise au confinement. Donc si le gouvernement décide de réduire à 100, c'est en tenant compte du niveau de contamination, et je pense même que le gouvernement allait très loin en réduisant à 100, parce que on n'est pas encore à ce niveau-là normalement. Puisque la France avait commencé par 5000 avant de venir, donc on est assez loin de ça, mais c'est pas mesure de précaution que le gouvernement est arrivé à 100. Je crois que c'est par rapport à... Monsieur le ministre, la question qui vous est adressée? Vous savez, sur les charges, moi je voudrais rassurer simplement, si je prends l'affaire des incendies dont on parle, on dit qu'on m'a cité. Bon, ça, il arrivera que je porte plainte, y compris contre toutes les personnes qui citent mon nom, là. Parce que ils ont commencé cette affaire en 2013, ils se sont pas rappelés que Trémois existait. Et puis, à partir de 2019, où Trémois est revenu au gouvernement, ils se sont rappelés, tiens, voilà un autre, on va rajouter à la liste. Et c'est chez Monseigneur qu'on va faire une confession dans laquelle on me cite pour une année où j'étais même pas au Togo, en plus, au moment de ces faits. Mais il n'est pas exclu, effectivement, dans la procédure que j'intervienne, que je porte plainte pour ces choses-là. Il faut qu'on arrête avec les manipulations de la justice, tentatives d'influence à gauche et à droite d'une manière ou d'une autre. Nous devons progressivement commencer à avoir les bons comportements, faire en sorte que nous ayons une justice saine. C'est pour ça que dans cette affaire, je dis encore une fois à notre grand frère Agbeyoume Kodjo, nous verrons à ce que ces droits de la défense soient respectés du début à la fin de la procédure. Madame la présidente de l'Assemblée l'a dit également, le Parlement veillera à ce que les droits du député Agbeyoume soient également respectés. Oui, mais le député veut savoir, comme Mohamed Loum et même Monseigneur Podjoro ont aussi nommément accusé les gens du pouvoir d'avoir incendié les marchés. Pourquoi eux ne sont pas poursuivis? Non, dans cette affaire, le procureur a évoqué un certain nombre de faits, il a demandé la levée. Attendons les actes qui vont suivre. Là, on avait un député pour qui il y a une demande de levée d'immunité. Les autres personnes qui sont dans la procédure, si elles ont une immunité à lever, on en parlera. Si elles n'ont pas d'immunité, elles seront immédiatement citées par le procureur. Donc au fond, le débat aujourd'hui focalise beaucoup sur monsieur Agbeyoume Kodjo parce que il y a la levée de l'immunité préalable. Mais une fois que la procédure va s'enclencher, naturellement, toutes les autres personnes, complices, commanditaires, amis, etc., qui sont rentrés en jeu, le procureur prendra les dispositions nécessaires pour les faire venir. À ce moment, on les verra les uns. L'auditeur suivant, Marcel, bonjour. Bonjour. Oui. Moi, j'ai une question, surtout pour le docteur Tchalounianou. Oui. À voir quel est l'état d'âme des médecins togolais, bon, lui et ses amis, pour d'éventuels cas. Par exemple, hier, j'avais appris sur RFI où un Chinois, je crois c'est au Malawi ou au Mozambique, était contaminé et arrivé à l'hôpital où tous les médecins ont pris la débandade. Bon, au-delà de matériel qui n'ont pas encore, bon, j'exhorte au gouvernement de faire vite pour que tous les hôpitaux aient des matériaux. Merci Marcel. Docteur Tchalounianou, est-ce que vous êtes déjà prêt à affronter les cas éventuels de coronavirus au Togo?
Si nous sommes prêts. État d'âme, bien sûr. Non, nous sommes prêts, nous sommes préparés à le faire et c'est jusqu'à la mort. Je pense que tous les agents de santé ont prêté serment pour sauver leurs congénères et c'est jusqu'à la mort. Et je tiens à préciser une chose quand même fondamentale. Alors, je parlais de la différenciation à faire entre l'unité d'isolement et le CHU Campus en tant qu'hôpital. L'unité d'isolement a les combinaisons et les masques. Il est important de préciser. Alors, je parle du CHU Campus en tant qu'hôpital, où il est aussi important que le personnel soignant puisse avoir les masques de protection. Voilà, je pense que c'est important. Et comme je dis, aucune polémique n'est autorisée dans cette histoire. Nous sommes tenus d'écouter le gouvernement qui a l'information avec l'OMS, c'est important de le dire, et devrait ensemble à corriger les manquements. Merci. Comme l'envie d'avait dit. Allô, comme l'envie d'avait dit. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour les invités. Oui. Oui, je voudrais poser une question au ministre. Allez-y. Deux questions. Il est là. Monsieur le ministre, entre les actes que M. Agboume vient de poser et les actes que vous-même, en tant que ministre en fonction, vous avez posé lors d'une émission dans une télévision étrangère, soit disant que si l'opposition veut prendre le pouvoir, il n'a qu'à prendre les armes. Secondo, au cours des manifestations du 19 août, il y avait des milices qui étaient sorties, cagoulées, et tiraient sur la population, à côté des forces de l'ordre. Et le ministre de la sécurité défendait que c'est des gens d'autodéfense. Ces actes et les actes d'Agboume, lequel est plus grave? Merci, monsieur le ministre. Mais je voudrais d'abord dire à notre ami que malheureusement, il est victime de la désinformation. Si, je dis encore une fois, la vidéo dont on parle est en ligne. Vous pouvez toujours la voir. J'ai jamais dit de prendre à l'opposition, si elle veut prendre le pouvoir, qu'elle prenne les armes. Donc, je vous invite à la revisiter et ensuite vous pourrez reposer votre question sur ce sujet-là. Donc, faites attention à ce que vous entendez, que vous répétez. Allez à la source de l'information vous-même. Vous serez beaucoup plus crédible. Sur les autres questions concernant les milices armées qui tiraient aux côtés des forces de l'ordre, je ne sais pas si vous avez vu le western là dans Lomé. Moi, je n'étais pas là, j'ai pas vu ça. C'est vrai que des gens ont évoqué le fait que des milices soient intervenues dans les manifestations publiques. À l'époque, ça a fait son chemin. Et aujourd'hui, je crois qu'on a pris des dispositions avec la société civile, les forces de sécurité, les partis politiques pour encadrer les manifestations en mettant en place une vigie civile pour régler ce problème-là. Donc, au fond, on a trouvé une solution, mais enfin, si quelqu'un avait une raison de porter plainte à la justice... Vous permettez, en son temps-là, les médias avaient fait beaucoup d'éclairage sur ces individus qui circulaient à visage découvert. Votre collègue de la sécurité avait reconnu, et c'est lui qui les avait dénommés forces d'autodéfense, mais... avouons quand même que l'opinion était restée sur sa fin, qu'en ce temps-là, aucune action n'a été intentée contre ces individus. C'est ce que je vous dis encore une fois. C'est un procureur de la République à l'appréciation de l'opportunité des poursuites. C'est que moi, je suis pas à sa place, je peux pas vous dire pourquoi il a décidé ça, je poursuis ça, je poursuis pas. Pourquoi ça, à la limite, c'est encore lui c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais une fois de plus, moi, je voudrais simplement dire que si c'est en termes de gravité des actes que notre collègue pose, toute infraction est grave à partir du moment où il viole une loi. Merci. L'auditeur suivant en ligne. Bonjour. Allô? Non, je reviens juste pour 2 minutes pour expliquer mes dates et pour dire que j'ai attendu pas mal de temps et ça va me ruiner en télécommunication. Et le Togo, c'est le seul pays où la communication est plus chère à 200%. Et pour les dates dont j'avais cité tout ça là, c'est tous des crimes qui se sont passés. 2002 par exemple, on a tripatué la Constitution, c'est interdit. 2005, on a vu le triple coup d'État, tout le reste. Donc, je voulais expliquer ces dates-là pour dire que il y a eu des crimes, quoi. Et est-ce que notre Constitution l'accepte? Pour revenir au docteur Tcholenyanou, je voudrais lui demander qu'on n'entend plus Saint-Faute. Saint-Faute ne nous dit plus rien. Ils se sont tassés depuis des années, je crois. Je voudrais lui demander s'ils sont contents, s'ils sont heureux maintenant.
Merci. Ils ont tout eu. Merci. Eh bien, Monsieur Trimois, la dame disait que en 2002-2005, Oui. il y a eu des crimes Oui. contre la Constitution, mais il y avait silence radio. Je voulais d'abord rappeler à notre sœur que 2002, il n'y avait aucun crime contre la Constitution. La révision de 2002 a été faite conformément aux règles constitutionnelles du Togo. Et ça, je crois que même ceux qui le discutent d'un point de vue politique ne contestent pas la légalité. En revanche, si nous prenons tous les faits politiques que notre pays a connus de 1958 à 2005, ont fait l'objet d'une commission justice, vérité et réconciliation. C'est-à-dire, en gros, que d'une certaine manière, les Togolais ont reconnu que cette partie de leur histoire était pathologique, il y avait un problème. Et que ce problème doit être soldé dans le cadre d'une commission. Cette commission a été mise en place. Elle a fait son travail. Elle a fait des recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre depuis. Donc, il me semble qu'au moins, le fait d'avoir mis en place la commission, c'est déjà reconnaître que dans cette partie de notre histoire, nous n'avons pas fait les choses comme il se devait. Merci, docteur Tcholignanou. Où se trouve le Saint-Fort? Est-ce que vous êtes content? Vous n'avez plus de problème? Si, nous avons des problèmes. Mais on ne vous entend plus. Non, je pense chaque chose en son temps, je dirais. Chaque chose en son temps. Le Saint-Fort est là, la preuve, nous sommes là aujourd'hui pour parler du coronavirus. Et je crois que le Saint-Fort est forcément là. Donc, que madame ici ne s'en préoccupe pas, le Saint-Fort est bien là. Et en temps opportun, vous aurez de nos nouvelles. Je ne prends pas sa défense, mais j'ai invité aujourd'hui le secrétaire général du Saint-Fort. Voilà. Voilà, pour la précision. Mais M. Trimois, il y a beaucoup d'interventions qui reviennent sur 2005 et qui disent assez nommément que il y avait eu tripatouillage de la Constitution, il y avait eu coup d'État et que si on s'est tué sur 2005, on est surpris qu'on s'émeuve pour maintenant 2020. Non, on ne s'est pas tué sur 2005 puisque 2005 fait partie de la commission, dans la feuille de route de la commission justice, vérité et réconciliation. Les rapports sont disponibles. Donc tout ce qui a été dit, on ne va pas reprendre l'histoire sur ce point, mais je dis encore une fois, et c'est à la suite de cet élément que le président dit, plus jamais ça. Et le président de la République a toujours évoqué le fait que le président n'a jamais dit que 2005 était correct. Hein. Attention, nous reconnaissons tous que 2005, comme 1958, comme tous les autres dates que madame a citées, font partie des moments difficiles de l'histoire de notre pays. Et nous avons essayé de les solder dans le cadre de la commission justice, vérité et réconciliation. Mais je prends par exemple des personnes, parallèlement à la commission, ont déposé des plaintes au niveau du tribunal. Et cette plainte-là prospéreront jusqu'à ce qu'elles aboutissent. Mais ça, on va finir avec cette question d'un auditeur qui dit qu'il y a des établissements scolaires qui préparent la semaine culturelle pour la semaine prochaine. Alors, est-ce que le gouvernement va autoriser ces établissements à célébrer la semaine culturelle? Non, je voudrais dire que les chefs d'établissement devraient eux-mêmes tirer les conséquences tout de suite pour arrêter ça. Quel que soit, il n'y a pas besoin d'attendre un décret du gouvernement pour, en tant que chef d'établissement, se rendre compte que dans le contexte actuel, où on demande d'éviter les grands rassemblements, même les 100 personnes dont on est en train de dire, c'est une tolérance. Tant qu'on peut éviter même d'être à 10 dans une manifestation dans cette période, il faut éviter. Vraiment, il faut éviter ça. Moi, je crois que, en attendant que le gouvernement prenne une mesure générale là-dessus, même chaque chef d'établissement devrait prendre la responsabilité de ne pas organiser ce genre d'événement. Merci, on va devoir s'arrêter ici aujourd'hui, faute de temps, quitte à revenir demain. Ce sera avec d'autres confrères et invités. C'est ça le charme du Club de la Presse. Pour le moment, on va recueillir les cartons de nos deux confrères et puis la conclusion de nos invités. Montjosa, un carton pour qui aujourd'hui? Peut-être pour le gouvernement, pour avoir saisi la balle au bon et pour avoir pris les mesures. Et comme le docteur Tcholignanou le disait si bien, le gouvernement est même allé loin, il faut le dire. Mais maintenant, après, mais il faut que nous, citoyens, il faut que nous, Togolais, nous-mêmes, nous comprenions que c'est si important, c'est si sérieux, et que justement les polémiques, on en avait entendu beaucoup la semaine dernière suite au communiqué du gouvernement, mais qu'on arrête avec et qu'on collabore autant qu'on le peut, et pour éviter éventuellement que le Togo ne connaisse la situation qu'on voit dans les images dans plusieurs pays. Merci. À ce propos, monsieur le ministre, c'est vrai que la semaine dernière, ce communiqué de votre gouvernement, lui, à la télé, avait prêté à confusion, également polémique. C'est une doléance. Sur ce problème de corona, parlez-nous en français facile, oui, vous avez que nous n'ayons pas recouru à un dictionnaire pour comprendre. Vous avez totalement raison, et on le fera comme ça. Merci beaucoup. Primus, votre carton. La nuance est venue de plus et pas. Donc, oui, Primus. Oui, je cherche des bonnes actions dans la cité pour donner des cartons verts. J'en ai pas encore. Eh bien, la prochaine fois que vous aurez trouvé, vous nous direz. Eh bien, Dr Tcholignanou, au nom du corps médical,
Et à l'endroit de la population, nous sommes vos concitoyens, nous sommes vos patients en cette situation où la France parle d'état de guerre sanitaire. Dieu merci, nous n'en sommes pas encore là. Qu'avez-vous à nous dire? Non, nous devons éviter d'en arriver là. Et il n'y a que les mesures barrières qui nous sauveront de ça. Évitons de nous saluer. Je suis sérieux là-dessus. Évitons de nous saluer. Évitons de nous saluer en nous touchant les mains. Docteur Tchalogna, vous n'avez pas amené des masques au studio. Non, allez-y. Évitons. Mais je vous répondrai évidemment. Non, allez-y. En vous disant que vous êtes citoyen et vous devez prendre la mesure de la chose. Vous devez en avoir un masque. C'est pas moi de vous le donner, excusez-moi. Bien. Évitons d'éternuer publiquement, les gestes pratiques dans le creux du coude, d'accord, ainsi de suite, et d'autres. Et dès qu'on a une fièvre et quand on a une toux, appelons le numéro vert et rendons-nous au centre de santé le plus proche. Et pour ce faire, je demanderai à tous les praticiens hospitaliers de tous les centres de s'approcher de leur direction pour demander à ce qu'ils puissent avoir accès aux éléments de protection. Je tiens à cela parce qu'ils sont en première ligne et leur vie est importante pour la suite du combat qu'on doit mener. Merci. Pour le numéro vert, depuis hier, M. Tétrémois, il circule un numéro vert 111. Oui. C'est ce que le gouvernement a mis en circulation pour en savoir davantage, pour alerter éventuellement. C'est bien le 111. C'est bien ça. Et il marche. Il marche. Eh bien, maintenant, votre conclusion pour cette émission? Donc, je voudrais surtout, vous avez vu sur les deux sujets d'actualité, nos compatriotes sont très passionnés de politique. Alors qu'on a un vrai danger dont on parle, c'est le coronavirus. Et je voudrais simplement rappeler ce que le docteur Tchalogna a dit. Sur ce combat-là, nous devons être plus que unis. C'est une union sacrée que nous devons mener contre ce combat. Nous avons deux défauts chez nous en Afrique et surtout au Togo. La première, nous aimons bien nous toucher. Culturellement, c'est bien. Surtout moi. Nous exprimons beaucoup de sympathie. Nous vivons en groupe. Et les médias, je voudrais vous solliciter pour que sur ce point-là, nous martelions véritablement le message. Ne pas se toucher. Ne pas se serrer les mains, ne pas s'embrasser, éviter d'être trop en groupe. Je crois que si on prend ces mesures, plus les autres mesures, lavage des mains, etc., on pourra vraiment limiter le phénomène. Et merci. Une doléance à l'endroit des pharmacies, qu'elles puissent trouver des gels hydroalcooliques. On en cherche. Nous avons une pharmacie chez nous ici à Canal FM. Ça fait 2 semaines que nous cherchons, nous n'en trouvons pas. Docteur? Oui, je pense également aussi que le gouvernement devrait prendre une décision par rapport à la sécurisation des stocks. Oui. Parce qu'il y en a, excusez-moi, qui vendent à l'étranger des stocks disponibles en solutions hydroalcooliques et en d'autres éléments de protection. Et c'est important que le gouvernement prenne des mesures. Rapidement, quelqu'un voudrait savoir, les 2 milliards que vous avez débloqués hier, là, ça va servir concrètement à quoi? Donc je vous propose de le laisser, puisque mon collègue nous proposons une émission demain, on va vider le contenu. Puisque mon collègue merci. Le temps ne nous a pas suffi, mais nous avons fait le nécessaire. Nous y reviendrons demain, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.